Nous commençons notre voyage au cœur d'un quartier paisible de Long Island, à New York. Ici se cache une bâtisse qui a vu s'abattre le pire sur une famille sans histoire. Le 13 novembre 1974, l'horreur s'est invitée dans ces murs sous sa forme la plus pure. 6 membres d'une même famille ont été assassinés dans leur sommeil cette nuit-là. Ce drame allait transformer ce pavillon en la maison la plus hantée des États-Unis. On raconte que des odeurs de sang et d'excréments envahissent désormais les pièces. Des entités invisibles arrachent les occupants de leur sommeil au milieu de la nuit. Une famille n'a réussi à tenir que 28 jours avant de s'enfuir. Plongeons ensemble dans l'histoire de cette légende qui fascine depuis 50 ans. Amityville était pourtant une petite ville tout à fait paisible de Long Island. La maison se situe au 112 Ocean Avenue, au bord d'un canal calme. C'est un pavillon de style colonial hollandais construit en 1927. Elle possède 5 chambres, 3 salles de bain et un grand jardin. Mais ce qui frappe l'esprit, ce sont ces 2 fenêtres arrondies au grenier. Elles donnent l'impression que 2 yeux vous observent en permanence. Aujourd'hui, le numéro de la maison a été changé pour le 108 pour éloigner les curieux. Le terrain lui-même semble porter les stigmates d'un passé occulte. Des rumeurs disent qu'elle fut bâtie sur un ancien cimetière amérindien. On évoque aussi la présence d'un sorcier nommé John Ketcham, fuyant Salem. Mais c'est en 1974 que la réalité a dépassé toutes les légendes urbaines. La famille DeFeo s'y était installée en 1965 avec de grands espoirs. Le père, Ronald Senior, travaillait dans une concession automobile. Sa femme, Louise, était une mère au foyer dévouée à ses 5 enfants. C'était une famille catholique très pratiquante, bien vue par tout le voisinage. Pourtant, derrière les portes closes, le patriarche était un homme violent. Ronald Jr., surnommé Butch, était la cible principale de cette colère. En surpoids et moqué à l'école, il portait le poids des responsabilités de l'aîné. En grandissant, Butch a commencé à répondre à la violence par la violence. Ses parents l'ont emmené voir un psychiatre car il commençait à entendre des voix. Il a refusé tout traitement, s'enfonçant dans la consommation de drogues dures. Sa paranoïa a grandi jusqu'à ce qu'il menace ouvertement de tuer son propre père. Un jour, il a même essayé de tirer sur lui, mais l'arme a miraculeusement défailli. Son père l'avait une fois frappé si fort qu'il lui avait cassé plusieurs dents. Butch se sentait traqué, humilié et surveillé dans sa propre demeure. Ses parents lui ont trouvé un emploi à la concession pour essayer de le stabiliser. Mais il dépensait tout son argent en armes, en alcool et en héroïne. Il vivait en décalage total, dormant le jour et sortant toute la nuit. Ses dettes s'accumulaient et les menaces de ses créanciers commençaient à pleuvoir. La situation a fini par atteindre un point de non-retour tragique. Nous arrivons maintenant à la nuit qui allait tout changer pour l'éternité. Pour comprendre l'horreur du 112 Ocean Avenue, il faut d'abord scruter l'âme tourmentée de Ronald DeFeo Jr. Surnommé Butch par ses proches, le jeune homme grandit dans une apparente opulence de classe moyenne. Mais derrière la façade de cette famille catholique idéale, un climat de violence domestique s'installe précocement. Le père, Ronald Senior, est un homme autoritaire qui dirige son foyer avec une main de fer. Butch subit régulièrement les foudres et les humiliations publiques de ce patriarche colérique. Dès l'adolescence, le comportement du fils aîné commence à dévier de manière inquiétante. Il développe un tempérament explosif, répondant à la violence de son père par une rébellion sourde. Pour échapper à sa réalité, Butch plonge très tôt dans l'enfer de la drogue et de l'alcool. Ses amis de l'époque décrivent un homme capable de basculer dans la rage en une fraction de seconde. Sa consommation excessive d'héroïne et de LSD commence à altérer sa perception de la réalité. Ronald confie parfois à ses proches qu'il entend des voix murmurer dans les couloirs de la grande maison. Les disputes entre le père et le fils deviennent de plus en plus fréquentes et physiques. Un jour, lors d'une altercation, Butch pointe un fusil de chasse chargé vers son géniteur. Le coup ne part pas, mais le lien sacré de la famille est définitivement brisé ce jour-là. Au lieu de chercher de l'aide, la famille DeFeo choisit de s'enfermer dans le silence et le déni. Ronald Jr. s'isole de plus en plus dans sa chambre, située au 2e étage. Il passe des heures à entretenir sa collection d'armes à feu, les polissant avec une précision maniaque.
Sa paranoïa grandit, alimentée par des dettes de jeu et des fréquentations louches dans les bars locaux. À l'automne 1974, Butch semble avoir perdu tout contact avec l'empathie humaine. Son entourage remarque qu'il parle souvent tout seul, répondant à des interlocuteurs invisibles. Louise, sa mère, tente désespérément d'apaiser les tensions, mais elle est elle-même terrifiée par son fils. Les frères et sœurs plus jeunes vivent dans l'ombre de cette instabilité permanente. La maison de Amityville, autrefois symbole de réussite, devient une prison dorée pour ses habitants. Butch commence à se convaincre que sa famille est à l'origine de tous ses échecs personnels. Une haine viscérale remplace peu à peu les derniers vestiges de l'affection fraternelle. Le 12 novembre 1974, la tension atteint son point de non-retour après une nouvelle dispute au dîner. Ronald Senior menace de mettre son fils à la porte une bonne fois pour toutes. Butch quitte la table sans dire un mot, un calme étrange et glacial s'emparant de lui. Il s'enferme dans sa chambre et commence à charger méthodiquement son fusil Marlin calibre .25. Dans le silence de la nuit, il prétend plus tard que les voix sont devenues des ordres hurlés. Tue-les tous semblait répéter les ombres projetées sur les murs de papier peint. La folie ou la préméditation froide, la question entra les experts pendant des décennies. Butch attend que chaque membre de sa famille s'endorme profondément. Il boit une dernière gorgée d'alcool pour s'anesthésier avant de passer à l'action. Les bruits de la maison, les craquements habituels semblent soudainement s'amplifier. Il attrape son arme et sort de sa chambre, le regard vide de toute humanité. La première cible est la chambre de ses parents, située juste au bout du couloir. Il s'arrête devant la porte, écoutant le souffle régulier de ceux qui lui ont donné la vie. Sans une hésitation, il pose sa main sur la poignée froide en métal. La porte s'ouvre sur une obscurité totale, seulement troublée par le ronflement de son père. Butch lève son fusil, alignant le canon avec la silhouette massive sur le lit. Le silence de la nuit est sur le point d'être déchiré par une violence sans précédent. Mais alors qu'il s'apprête à tirer, une ombre semble bouger dans le coin de la pièce. Ronald DeFeo Jr. hésite une seconde, sentant une présence glaciale l'envelopper. Les voix dans sa tête deviennent un hurlement assourdissant qui l'empêche de reculer. Le silence de la nuit à Amityville est soudainement rompu par le craquement d'un plancher au 2e étage. Ronald s'empare de sa carabine Marlin avec une détermination glaciale. Les voix intérieures de Butch se transforment en un ordre de mission inévitable. Il vérifie une dernière fois le mécanisme de son arme dans l'obscurité. Ses pas sont feutrés alors qu'il se dirige vers la chambre de ses parents. La porte de la chambre principale s'ouvre sans le moindre grincement. Ronald Senior et Louise dorment paisiblement, totalement inconscients du danger. Butch lève son arme et vise directement le dos de son père. Le premier coup de feu déchire le silence de la maison comme un coup de tonnerre. Le corps de Ronald Senior sursaute violemment sous l'impact de la balle de calibre .5. Sans une seconde d'hésitation, il tire à nouveau pour achever son père. Louise DeFeo se réveille en sursaut mais n'a pas le temps de crier. Le canon de la carabine se tourne vers elle et crache de nouveau le feu. Elle s'effondre sans vie à côté de son mari dans le lit conjugal. Ronald sort de la chambre, rechargeant calmement son arme pour la suite. Étrangement, aucun voisin ne semble avoir entendu les détonations assourdissantes. Butch se dirige maintenant vers la chambre de ses 2 frères cadets. Mark et John sont endormis, couchés sur le ventre, comme le reste de la famille. La carabine tonne 2 fois de plus, mettant fin à leur innocence. Butch regarde les corps immobiles sans manifester la moindre émotion. Il traverse le couloir pour atteindre la dernière chambre au bout de l'étage. C'est ici que dorment ses sœurs, Dawn et Allison. Allison est à peine âgée de 13 ans quand elle entend son frère entrer. Le massacre continue avec la même précision chirurgicale et impitoyable. Chaque victime est retrouvée dans la même position, face contre terre. Ce détail macabre intriguera les enquêteurs pendant des décennies. Une fois sa tâche accomplie, Ronald ramasse les douilles éparpillées sur le sol. Il se débarrasse de ses vêtements ensanglantés dans une taie d'oreiller. Il prend ensuite une douche rapide pour effacer les traces du crime sur sa peau. L'arme est soigneusement emballée avant d'être jetée dans un canal voisin.
Ronald quitte la maison du 112 Ocean Avenue alors que l'aube n'est pas encore levée. Il se rend dans son bar habituel comme si de rien n'était. Il se plaint à ses amis qu'il n'arrive pas à joindre sa famille au téléphone. Son calme apparent dissimule une mise en scène macabre pour se créer un alibi. Quelques heures plus tard, il feint la découverte horrifiée du massacre. Il court vers le bar en hurlant que quelqu'un a abattu ses parents. Les premiers policiers arrivent sur les lieux et découvrent une scène d'apocalypse. L'odeur de la poudre et du sang imprègne chaque recoin des chambres. Les enquêteurs remarquent immédiatement l'absence totale de signes de lutte. Pourquoi personne n'a tenté de s'enfuir face aux détonations? Ronald est emmené au poste de police, d'abord considéré comme une victime traumatisée, mais ses premières déclarations commencent déjà à montrer des fissures inquiétantes. La police trouve une boîte de munitions vide cachée dans sa propre chambre. La vérité sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là s'apprête à faire surface. Alors que les corps sont emportés, une ombre semble encore rôder derrière les fenêtres de l'étage. La police d'Amityville sécurise immédiatement le périmètre autour du 112 Ocean Avenue après la découverte des corps. Les premiers enquêteurs pénètrent dans la maison, l'air encore saturé par l'odeur métallique du sang. Ronald DeFeo Jr. est rapidement emmené au poste de police local pour son propre prétendue sécurité. Les inspecteurs notent immédiatement des détails troublants qui ne correspondent pas au récit initial de Ronald. Butch prétend d'abord qu'un tueur à gages de la mafia a infiltré la maison pendant qu'il travaillait. Les autopsies révèlent pourtant que les 6 membres de la famille ont été tués dans leur sommeil. Pourquoi aucun voisin n'a-t-il entendu les 8 coups de fusil de calibre 35 dévastateurs? Le silence de la nuit autour de la maison demeure une énigme totale pour les balisticiens. Sous la pression de l'interrogatoire, la façade de Ronald commence à s'effriter violemment. Il finit par avouer le crime avec une froideur qui glace le sang des officiers présents. « Une fois que j'ai commencé, je n'ai tout simplement pas pu m'arrêter », déclare-t-il calmement. Il change ensuite sa version, affirmant que des voix dans la maison lui ont ordonné de tuer. Ces voix, dit-il, provenaient des murs mêmes de la demeure d'Ocean Avenue. Le procès s'ouvre au tribunal du comté de Suffolk dans une atmosphère de cirque médiatique. L'avocat de la défense, William Weber, décide de plaider la folie pour sauver Ronald de la chaise électrique. Des psychiatres sont appelés à la barre pour analyser le profil complexe de l'accusé. Le public écoute avec horreur la description de l'enfance traumatisante de Ronald sous la coupe d'un père violent. L'accusation soutient au contraire que Ronald était parfaitement conscient de ses actes et motivé par l'argent de l'assurance. Ronald rit parfois nerveusement pendant les témoignages les plus sombres sur le massacre. La question de la schizophrénie devient le pivot central de tout l'affrontement juridique. Les jurés sont emmenés visiter la maison pour mieux comprendre la disposition des lieux du crime. Plusieurs membres du jury rapportent avoir ressenti un malaise inexplicable en franchissant le seuil. Les photos de la scène de crime montrées au tribunal provoquent des évanouissements dans l'assistance. Ronald commence à affirmer qu'il a vu une silhouette noire encapuchonnée lui tendre le fusil. Le juge rejette ces affirmations comme des tentatives désespérées de manipulation psychologique. Les preuves matérielles, notamment les traces de drogue dans le sang de Ronald, pèsent lourdement contre lui. Après des semaines de délibération, le verdict tombe enfin dans un silence de mort. Ronald DeFeo Jr. est reconnu coupable de 6 chefs d'accusation de meurtre au second degré. Il est condamné à 6 peines consécutives de 25 ans à la prison à vie. Tandis que Ronald est emmené vers sa cellule, la maison du 112 Ocean Avenue est mise en vente. Malgré le massacre récent, le prix attractif de la propriété attire de nouveaux acheteurs potentiels. La rumeur court que la maison est maudite, mais certains n'y voient qu'une opportunité immobilière. Les agents d'entretien rapportent des bruits étranges venant du sous-sol pendant les visites. Une pièce secrète, non répertoriée sur les plans originaux, est découverte derrière une cloison. Les murs de cette petite pièce sont peints en rouge vif, dégageant une atmosphère de malaise pur. George et Kathy Lutz, un jeune couple avec 3 enfants, visitent la maison en décembre 1975. Séduits par le charme colonial et le prix dérisoire, ils décident de l'acheter malgré son passé sanglant. Ils sont loin de se douter que les tragédies de Ronald DeFeo n'étaient que le prélude à quelque chose de bien plus sombre.
Au moment où ils emménagent, une nuée de mouches apparaît inexplicablement sur une fenêtre fermée. Alors que la famille Lutz s'installe, un cri étouffé semble résonner depuis les conduits d'aération. Kathy Lutz ressent soudain une main glaciale se poser sur son épaule dans la cuisine déserte. Elle se retourne brusquement, mais il n'y a personne, seulement le reflet de la cave qui s'ouvre lentement derrière elle. L'écho du procès de Féo s'estompe à peine que de nouveaux visages s'approchent de la grille de fer forgé. Pour George et Kathleen Lutz, cette immense demeure coloniale représente le nouveau départ dont ils rêvaient. Le prix dérisoire de 80 000 $ les a convaincus d'ignorer les taches de sang encore fraîches dans la mémoire collective. Les cartons de déménagement s'entassent dans le salon où la famille des Féo aimait se réunir autrefois. Malgré l'excitation, Kathleen ressent un frisson inhabituel en franchissant le seuil de la chambre principale. Pour purifier les lieux, il décide de faire appel à un ami de la famille, le père Mancuso. Le prêtre entre dans la maison, alors que les Lutz sont encore occupés à décharger le camion à l'extérieur. Il commence son rituel dans la chambre du 2e étage, là où les jeunes garçons de Féo ont péri. Soudain, la température de la pièce chute de manière brutale, transformant le souffle du prêtre en brume. Une voix caverneuse et désincarnée résonne dans le vide, hurlant un ordre glacial « Sors d'ici !» Frappé par une gifle invisible, le père Mancuso recule violemment contre le mur. Sans demander son reste, il s'enfuit de la demeure, le visage pâle et les mains tremblantes. George regarde le prêtre partir en trombe sans comprendre l'avertissement qu'il n'ose pas encore formuler. Le premier soir, le silence de la maison devient lourd, presque palpable. George se réveille précisément à 3h15 du matin, l'heure exacte du massacre originel. Un froid glacial envahit la chambre malgré le chauffage poussé au maximum. Kathleen remarque des essaims de mouches noires s'agglutiner sur les fenêtres, même en plein hiver. Une odeur de parfum bon marché et de pourriture commence à flotter dans les couloirs. Les serrures des portes grincent et claquent toutes seules, comme manipulées par des doigts invisibles. La petite Missy commence à parler d'un nouvel ami qu'elle appelle Jody. Elle décrit Jody comme un cochon géant avec des yeux rouges qui brillent dans l'obscurité. George devient obsédé par le feu dans la cheminée, y passant des heures entières sans bouger. Son tempérament change, devenant colérique et distant envers sa femme et ses enfants. Un liquide noir et visqueux commence à suinter des murs de la salle de bain. Kathleen découvre une pièce cachée derrière les étagères de la cave, peinte en rouge sang. Le chien de la famille, Harry, refuse catégoriquement d'approcher de cet endroit sinistre. Un après-midi, les fenêtres de la maison se referment violemment, écrasant les mains de George. Kathleen voit son propre reflet dans le miroir vieillir de 50 ans en une seconde. Elle se frotte les yeux et l'image redevient normale, mais la terreur reste ancrée. George essaie de joindre le père Mancuso, mais le téléphone ne produit que des bruits de friture et des cris. Dans la chambre de Missy, les jouets commencent à bouger d'eux-mêmes au milieu de la nuit. La porte d'entrée massive est arrachée de ses gonds pendant que la famille dort. George ne semble plus lui-même, ressemblant étrangement à Ronald Féo dans ses moments de transe. Kathleen se réveille une nuit et voit George léviter au-dessus du lit. Elle hurle son nom et il retombe lourdement, sans aucun souvenir de ce qui vient de se passer. Les bruits de pas lourds résonnent dans le grenier alors qu'il n'y a personne là-haut. Missy prétend que Jody veut qu'elle reste dans la maison pour toujours. Une trace de sabot fourchu est découverte dans la neige fraîche devant la fenêtre de la petite. La santé mentale de la famille s'effrite aussi vite que les fondations de la bâtisse. Kathleen commence à entendre des voix qui murmurent les noms des déféos dans son sommeil. Elle se lève en transe et marche vers la cave, attirée par une lumière rouge incandescente. Au bas de l'escalier, elle voit une silhouette massive se dessiner dans la fumée, tendant une main griffue vers elle. Kathleen recule brusquement alors que la silhouette griffue se dissipe dans l'air vicié de l'entrée. George accourt au bruit, mais il ne trouve que sa femme tremblante et une odeur de soufre insupportable. Dès le lendemain matin, les manifestations physiques commencent à souiller les murs de la demeure coloniale. Une substance gélatineuse et verdâtre suinte des serrures et des boiseries sans aucune explication logique. George tente de nettoyer cette infamie, mais la substance semble renaître sous ses doigts gantés.
Le tempérament du père de famille subit une mutation aussi brutale que les événements de la maison. Il cesse de se raser et passe des heures entières à fixer les flammes de la cheminée sans dire un mot. Sa ressemblance physique avec Ronald DeFeo Jr. commence à devenir effrayante pour son épouse. La petite Missy commence alors à parler d'un nouvel ami imaginaire qu'elle appelle Jody. Elle décrit Jody non pas comme un enfant, mais comme un cochon géant aux yeux rouges flamboyants. Une nuit, George est réveillé par le bruit sourd d'une fenêtre qui claque à l'étage. En inspectant la chambre de sa fille, il aperçoit 2 yeux écarlates le fixer depuis l'extérieur. Il se précipite dehors, mais ne trouve que des empreintes de sabots fourchus dans la neige fraîche. Le froid dans la maison devient si intense qu'aucune chaudière ne parvient à réchauffer les pièces. George se met à fendre du bois de manière frénétique, hanté par une sensation de menace imminente. Kathleen découvre des centaines de mouches noires agglutinées sur les vitres de la salle de couture. Malgré l'hiver glacial, les insectes bourdonnent avec une fureur surnaturelle contre le verre. Les Lutz tentent de prier ensemble, mais leur voix s'étouffe comme si l'air devenait solide. Soudain, les chaises de la cuisine se renversent simultanément dans un fracas assourdissant. Kathleen sent alors une force invisible la soulever de son lit pendant son sommeil. Elle se réveille en hurlant alors que des marques de griffures rouges apparaissent sur son dos. George devient agressif envers le chien de la famille qui refuse catégoriquement d'entrer dans la maison. L'animal gémit et gratte le sol près du garage, là où les corps des DeFeo avaient été emmenés. Dans la cave, les Lutz découvrent une petite pièce cachée derrière les étagères, peinte en rouge vif. Une odeur de putréfaction s'en échappe, provoquant des nausées immédiates chez George. Les plans de la maison n'indiquent aucune existence pour cet espace secret surnommé la Chambre rouge. Les phénomènes se multiplient désormais en plein jour, brisant tout sentiment de sécurité. Les horloges de la maison s'arrêtent toutes exactement à 3h15 du matin. C'est l'heure précise à laquelle les meurtres de la famille DeFeo ont eu lieu 1 an plus tôt. George commence à entendre des voix désincarnées qui l'appellent par son nom dans les couloirs vides. « Tu l'es » murmure une voix rauque qui semble sortir directement des fondations de la bâtisse. Kathleen ne reconnaît plus l'homme qu'elle a épousé dans ce spectre colérique et distant. Une nuit, elle voit George se transformer brièvement en une créature monstrueuse dans le miroir. Elle hurle, mais George ne semble même pas remarquer sa propre métamorphose visuelle. Des bruits de pas lourds résonnent sur le toit de la maison, comme si quelque chose de massif y marchait. Les enfants refusent désormais de dormir seuls, affirmant que les murs leur parlent la nuit. George découvre que son fusil de chasse a été déplacé et chargé sans qu'il n'y touche. La paranoïa s'installe alors qu'il commence à soupçonner sa propre famille d'être possédée. Dans un dernier acte de désespoir, Kathleen tente de bénir la maison avec de l'eau bénite. Les murs répondent par un rugissement sourd et les fenêtres explosent vers l'intérieur. Un liquide noir comme de l'encre commence à couler du plafond, formant des symboles inconnus. George se tient au milieu du salon, brandissant sa hache, les yeux révulsés vers le ciel. Derrière lui, la porte de la cave s'ouvre lentement, révélant une main d'enfant livide qui l'invite à descendre. George recule brusquement devant la vision de cette main blafarde qui disparaît dans les ténèbres de la cave. La fuite est désormais la seule option pour la famille Lutz qui quitte la maison en pleine nuit. 28 jours seulement après leur installation, le rêve américain s'est transformé en un cauchemar indélébile. La nouvelle de la hantise se propage rapidement et attire l'attention des démonologues les plus célèbres du pays. Ed et Lorraine Warren arrivent à Amityville avec une équipe de journalistes et de médiums en 1976. Lorraine ressent immédiatement une onde de choc malveillante en franchissant le seuil de la demeure. Elle décrit une présence qui semble s'être enracinée dans les fondations mêmes du bâtiment. L'équipe commence l'installation d'appareils photographiques à déclenchement automatique pour capturer l'invisible. Une atmosphère de lourdeur physique pèse sur tous les enquêteurs présents lors de cette séance nocturne. Lorraine affirme communiquer avec les esprits des enfants DeFeo qui errent toujours dans les couloirs. Soudain, un craquement sourd retentit au-dessus de leur tête, faisant sursauter l'assemblée. L'un des appareils photos s'active tout seul sur le palier du 2e étage. Ed Warren note scrupuleusement chaque anomalie magnétique enregistrée par leurs instruments.
C'est lors de cette nuit que sera prise la photo la plus terrifiante de toute l'histoire de la maison. Un jeune garçon aux yeux brillants semble observer les enquêteurs depuis l'ombre d'une porte. Les Warren identifient cet enfant comme étant le spectre de Marc DeFeo, assassiné 2 ans plus tôt. Mais Lorraine sent que cet enfant n'est qu'un masque utilisé par une entité bien plus ancienne. Elle décrit un démon qui se nourrit de la tragédie sanglante du massacre initial. Les médias s'emparent de l'affaire et transforment la maison en un cirque paranormal national. Certains experts commencent à douter de la véracité des photos présentées par les Warren. Ed défend son travail avec une ferveur inébranlable face aux critiques. Pendant ce temps, les Lutz luttent pour retrouver une vie normale malgré le traumatisme. Lorraine Warren insiste pour retourner une dernière fois seule dans la maison. Elle descend les marches vers la Red Room, cachée derrière le mur de la cave. Une odeur de pourriture et de soufre emplit soudainement l'espace restreint. Les murs de la petite pièce semblent pulser comme un cœur organique. Ed Warren la rejoint et tente de sceller la pièce avec de l'eau bénite. Un hurlement inhumain déchire le silence de la cave, faisant vibrer les fondations. Il se précipite hors de la maison, comprenant que le mal est trop puissant pour être banni ainsi. L'enquête des Warren valide le récit des Lutz aux yeux du grand public. Le rapport final des démonologues conclut à une infestation démoniaque de niveau supérieur. La photo du garçon demeure, encore aujourd'hui, l'une des preuves les plus contestées de l'histoire. Des sceptiques avancent qu'il s'agirait d'un des membres de l'équipe de recherche. Cependant, aucun membre de l'équipe ne portait de chemise en flanelle ce soir-là. Lorraine Warren n'a jamais douté de l'origine maléfique de cette apparition. Elle affirme que la maison elle-même est un portail ouvert vers une dimension de souffrance. Les témoignages s'accumulent alors que de nouveaux propriétaires envisagent d'acheter le terrain. Les Warren quittent Amityville, mais l'ombre de la maison les poursuivra pendant des décennies. Dans le miroir, la maison semble les observer avec ses 2 fenêtres supérieures en forme d'yeux. Mais au fond de la cave, le seau posé par Ed commence déjà à se craqueler. Dans le silence absolu, une voix d'homme émane du vide et murmure « Le contrat n'est pas encore rempli ». Les murmures s'estompent enfin pour laisser place à la froide réalité des faits et des chiffres. Rapidement après le départ des Lutz, une question commence à hanter les médias. Tout cela était-il un immense mensonge? L'ombre de William Weber, l'avocat de Ronald DeFeo, plane sur la genèse de cette histoire de fantôme. Weber a fini par admettre que lui et les Lutz avaient inventé une grande partie du récit autour de plusieurs bouteilles de vin. Son objectif était de créer une folie médiatique pour obtenir un nouveau procès pour son client, Butch DeFeo. Les Lutz, criblés de dettes à l'époque, voyaient dans ce récit une opportunité financière inespérée. Cependant, George Lutz a maintenu jusqu'à sa mort en 2006 que les événements de la maison étaient bien réels. Comment expliquer alors les témoignages du prêtre qui affirmait avoir été giflé par une force invisible? Les sceptiques soulignent que les détails fournis par les Lutz ne correspondaient jamais aux faits établis par la police. Aucune trace de vandalisme ou de serrure arrachée n'a été trouvée par les enquêteurs après leur fuite. La maison a été vendue plusieurs fois depuis 1976 sans qu'aucun autre propriétaire ne signale de hantise. Les fenêtres iconiques en quart de cercle ont même été changées pour décourager les curieux. Aujourd'hui, les habitants d'Amityville en ont assez de voir leur ville associée à ce cauchemar commercial, mais l'industrie du cinéma a transformé cette tragédie en une franchise inépuisable de plus de 20 films. La souffrance réelle de la famille DeFeo a été reléguée au second plan par le folklore du démon. Ronald DeFeo Jr. est mort en prison en 2021, emportant ses derniers secrets dans la tombe. Sa fin solitaire marque le point final d'une lignée brisée par la violence et le ressentiment. Le 112 Ocean Avenue a même changé d'adresse officielle pour tenter d'effacer son passé sanglant. Pourtant, les touristes continuent de s'arrêter devant la demeure, espérant apercevoir un éclat dans l'obscurité. Le mal n'est peut-être pas dans les murs, mais dans l'obsession humaine pour le macabre. Il est temps de rendre justice aux victimes en séparant le mythe de la tragédie humaine. Les faits nous disent que la hantise était une construction opportuniste pour masquer un crime atroce. Cependant, l'aura de terreur qui entoure cette maison ne disparaîtra probablement jamais complètement.
Lorraine Warren a toujours clamé que cette maison était l'endroit le plus terrifiant qu'elle ait visité. Mais même les experts en paranormal peuvent être influencés par la force d'un récit bien construit. Les voix des enfants de Féo, elles, se sont tues pour toujours cette nuit de novembre 1974. Nous cherchons souvent des démons à l'extérieur pour ne pas affronter ceux qui vivent en nous. L'affaire Amityville reste l'une des plus grandes énigmes de l'histoire moderne américaine. Elle nous enseigne comment une tragédie peut être transformée en un produit de consommation de masse. Le pacte financier entre les Lutz et Weber a finalement été révélé lors d'un procès civil. Les détails les plus effrayants, comme le sang coulant des murs, étaient des ajouts purement fictifs. Même le célèbre cochon aux yeux rouges, Jody, n'était qu'un fantasme de l'imagination enfantine. La réalité du massacre, elle, était bien plus sordide que n'importe quel film de fantôme. Sylvie fauchée en une seule nuit par la main d'un fils et d'un frère. Amityville n'est pas l'histoire d'une maison hantée, mais celle d'une famille détruite. Nous préférons croire aux démons car ils nous offrent une excuse pour l'inexcusable. Aujourd'hui, la maison se dresse toujours, calme et silencieuse, sous le soleil de Long Island. Les nouveaux propriétaires y vivent en paix, loin des caméras et des exorcistes. Le mystère s'éteint alors que la vérité reprend ses droits sur la légende urbaine. Que les âmes des déféos reposent enfin en paix, à l'abri des regards indiscrets. L'histoire d'Amityville se termine ici, là où la réalité dépasse enfin la fiction. La maison est redevenue une simple demeure et son secret est désormais le nôtre.